He's one of the most fantastic players I ever trained in my life. He can play in 10 positions, no problems, because he understands the game perfectly. Philippe Lahm est l'un des joueurs les plus intelligents que le football moderne ait connu. Pep Guardiola a même dit un jour que Lahm comprenait le jeu à un niveau que très peu de joueurs au monde pouvaient atteindre. Xabi Alonso l'a décrit comme un cerveau exceptionnel. Bastian Schweinsteiger a expliqué qu'on pouvait lui confier n'importe quel rôle sur le terrain, il le maîtrisait sans problème. Mais au début, personne ne parlait d'intelligence. Les gens ne regardaient que sa taille. Ils voyaient qu'il n'avait ni la vitesse d'un ailier, ni la puissance d'un latéral allemand classique. Les coachs ne savaient même pas où le mettre. Les recruteurs se demandaient si un joueur avec ce physique-là pouvait vraiment survivre au football de haut niveau. Dans une génération obsédée par la puissance et la taille, Lahm ne collait à aucune case. Et pourtant, quelque chose dans sa manière de jouer sortait du lot. Pendant que les autres comptaient sur la vitesse ou le physique, lui avançait dans les matchs avec autre chose. Une lecture de jeu que personne n'arrivait vraiment à expliquer. Alors comment un latéral petit, pas rapide, pas costaud, est devenu l'un des meilleurs défenseurs droits de l'histoire du football? Et pourquoi les plus grands coachs disent encore aujourd'hui que le sport ne reproduira peut-être jamais un joueur comme lui? Voici l'histoire de Philippe Lahm. Philippe Lahm n'avait rien d'une future star quand il a commencé. Pas grand, pas costaud, pas rapide. Bref, rien du profil classique du défenseur allemand. À la fin des années 90, si tu avais demandé au coach du Bayern de te décrire un latéral monstre, il t'aurait parlé d'un joueur puissant, explosif, agressif. Lahm, lui, n'entrait dans aucune case. Et c'est justement là que son histoire démarre. Bien avant les trophées, bien avant la Coupe du Monde, ça commence avec un gamin qui devait se faire une place dans un environnement où les joueurs comme lui sont les premiers qu'on oublie. Sur les terrains amateurs de Munich, Lahm n'impressionnait personne physiquement. Mais dès que tu regardais comment il jouait, quelque chose cliquait. Pendant que les autres fonçaient sur le ballon, lui se décalait déjà pour ce qui allait arriver après. Quand un coéquipier recevait la balle, Lahm se plaçait directement dans l'espace qui compterait une seconde plus tard. Il jouait toujours en avance. Les coachs du Bayern ont vite remarqué un truc. Quand Lahm était sur le terrain, tout devenait plus simple. L'équipe perdait moins de ballons, il y avait moins de panique, moins d'erreurs, il ne faisait rien d'extraordinaire, mais tout le monde semblait meilleur autour de lui. Et heureusement pour lui, parce que sans cette intelligence-là, il n'aurait jamais survécu dans le foot allemand de l'époque. Un latéral devait être un bulldozer. Lahm était tout sauf ça. Un jour à l'entraînement, il a coupé plusieurs actions d'affilée. Personne ne l'a applaudi, parce qu'il n'y avait rien de spectaculaire. Le ballon n'arrivait juste jamais à destination. Il se plaçait exactement où il fallait, au bon moment. Un coach du Bayern a fini par lâcher une phrase qui résumait tout. Ce gamin voit les choses avant qu'elles n'arrivent. Les parents le voyaient aussi. Leurs enfants jouaient plus tranquilles quand il était sur le terrain. Moins de chaos, plus de maîtrise. Et ça, en Allemagne, c'est une qualité énorme. Mais à ce moment-là, personne n'imaginait qu'il deviendrait capitaine du Bayern. Capitaine de la Mannschaft et l'un des meilleurs latéraux de l'histoire. Pour atteindre ce niveau, il allait devoir prouver sa valeur ailleurs, contre des adultes, pas contre des jeunes. Pour l'instant, il restait ce gamin calme, toujours bien placé, toujours propre, toujours en avant sur tout le monde. Un coach a fini par dire ce qui deviendra presque sa carte d'identité. Quand Lahm est sur le terrain, le match devient logique. Dans un sport obsédé par le physique, il a forcé les gens à reconnaître quelque chose de beaucoup plus rare, de l'intelligence pure. Quand le Bayern Munich a envoyé Philippe Lahm en prêt à Stuttgart en 2003, tout le monde a vu ça comme un prêt normal pour un jeune. Un gamin du centre de formation, pas encore prêt pour l'équipe première, qu'on envoie prendre du rythme ailleurs. Rien d'exceptionnel en apparence, mais en interne, c'était autre chose. Ce prêt allait décider s'il avait vraiment un avenir au Bayern. Stuttgart, c'était l'endroit idéal pour se faire casser en deux. Une équipe basée sur les duels, la discipline et le jeu direct. Pas vraiment le terrain parfait pour un latéral discret et léger comme Lahm. Quand il est arrivé, c'était le plus petit du vestiaire. Beaucoup ne l'ont même pas calculé. Pour eux, c'était juste le petit du Bayern. Ils allaient vite comprendre. Dès les premiers entraînements, les coachs se sont demandé pourquoi les exercices paraissaient soudain plus propres quand ils rejoignaient un groupe. Il n'était ni le plus fort, ni le plus rapide, mais tout devenait plus clair. Un des adjoints dira plus tard que Lahm avait un GPS dans la tête. Là où beaucoup réagissaient quand le danger apparaissait, lui se plaçait avant que ça ne devienne un problème. Très vite, il est passé du statut de joueur de rotation à titulaire évident. À l'époque, Stuttgart était coaché par Felix Magath, connu pour être l'un des entraîneurs les plus exigeants du pays. Beaucoup de joueurs n'arrivaient pas à tenir son rythme. Lahm, lui, a gagné sa confiance plus vite que des gars installés en Bundesliga depuis des années. Ce championnat-là était brutal. Grands attaquants, longs ballons, second ballon, tout était fait pour mettre en galère les défenseurs plus petits.
Lam pourtant s'en est sorti en jouant avec sa tête. Il compensait tout avec son placement, son timing et sa lecture du jeu. Pour un gamin qui découvrait le foot pro, il avait l'air d'être là depuis longtemps. Une soirée l'a mis en pleine lumière. Stuttgart, Manchester United en Ligue des Champions. Le rythme était fou, la technique encore au-dessus. Mais Lam a tenu sans trembler. Il n'a jamais semblé perdu. Et les commentateurs allemands n'ont parlé que de lui. À Munich, on a recommencé à prononcer son nom alors qu'il était parti dans l'anonymat le plus total. Mais le vrai bénéfice de son prêt, ce n'était pas un match, c'était sa régularité. Chaque semaine, il sortait la même performance. Jamais en dessous, jamais en panique. Les coachs savaient exactement ce qu'ils allaient obtenir de lui. À la fin de la saison, Stuttgart ne voulait plus le lâcher. Il était devenu un des joueurs les plus fiables de l'équipe. Et au Bayern, on a compris qu'on s'était trompé. Ce n'était pas juste un espoir, c'était un futur cadre. Quand Lam est revenu à Munich, il n'était plus un gamin du centre. Il revenait comme un titulaire, prêt à gérer les exigences du très haut niveau, sans changer sa manière naturelle de jouer. Stuttgart ne l'a pas transformé, Stuttgart l'a révélé. Et quand il a remis les pieds dans le vestiaire du Bayern, tout le monde a compris que le petit du centre de formation venait de devenir un joueur capable de façonner l'avenir du club. Quand Guardiola est arrivé à Munich en 2013, il a passé ses premiers jours à tout observer en silence. Le Bayern sortait d'une saison où ils avaient tout gagné, mais malgré tous les grands noms de l'équipe, un joueur lui a très vite attiré l'œil. Pas pour une accélération, pas pour un geste spectaculaire, mais pour toutes ces petites décisions prises pile au moment où l'équipe en avait besoin. Lam avait cette manière de simplifier des situations compliquées. Dès que la pression montait, lui restait calme. Il se décalait légèrement, ouvrait un angle de passe et d'un coup, toute la structure respirait. Pep avait déjà travaillé avec des milieux très intelligents, mais chez Lam, il a vu autre chose. Une lucidité totale, sans stress. En réunion tactique, Lam n'était pas le premier à parler, mais il comprenait toujours le plan avant même que Guardiola termine d'expliquer. Il captait le principe immédiatement. Parfois, il ajustait déjà quelque chose sur le terrain avant même que le staff ne le signale. Guardiola a vite compris qu'il n'avait pas juste un joueur qui exécute, mais un joueur qui comprend toute l'idée derrière le système. Le moment clé est arrivé pendant un exercice à l'entraînement. En déplaçant des joueurs dans le schéma, Pep a mis Lam au milieu presque par hasard. Et tout a changé. Le ballon circulait plus vite, les passes arrivaient plus propres, les transitions étaient nettes au lieu d'être improvisées. Pas besoin de deuxième test. Il avait trouvé la pièce manquante de son puzzle. Après la séance, Pep va lui parler. Lam lui dit simplement qu'il avait joué là quand il était plus jeune. Pas de fierté, pas d'excitation. Juste une phrase simple, comme si jouer au milieu avait toujours été évident pour lui. La semaine suivante, Guardiola tente le coup en match. Et l'effet est immédiat. Lam gère la pression avec des touches courtes, un placement parfait, une orientation du corps toujours juste. Il sentait les problèmes avant qu'ils n'arrivent et offrait systématiquement la meilleure solution. Tout le jeu du Bayern s'est recentré autour de lui, sans que personne n'ait besoin de le dire. Les analystes en Allemagne ont commencé à mettre en avant tous ces détails qu'on remarque rarement. Comment il se déplace avant la passe, comment il se place pour offrir un angle propre, comment il sécurise chaque action sans ralentir le rythme. Les supporters l'ont senti aussi. Le Bayern jouait avec plus de stabilité, plus de logique, comme si quelqu'un tenait le fil invisible du match. Guardiola dira plus tard que Lam pouvait jouer à n'importe quel poste. La vraie force n'était pas sa polyvalence, mais sa compréhension du jeu. Il ne se contentait pas de jouer un rôle, il l'absorbait complètement. Et en passant au milieu, il a renforcé tout le système du Bayern, sans courir plus vite, sans tacler plus fort, juste grâce à l'ordre qu'il apportait à chaque phase du jeu. Cette période n'a pas seulement fait évoluer Lam, elle a aussi changé l'identité du Bayern. Les champions d'Europe avaient trouvé un nouveau patron, un chef d'orchestre silencieux, qui n'avait pas besoin de bruit pour diriger. La Coupe du Monde 2014 au Brésil a été un vrai tournant pour toute une génération du football allemand. L'équipe arrivait avec 10 ans de reconstruction derrière elle. Nouvelles idées, nouvelles méthodes, nouvelle identité. Et pourtant, au milieu de toute l'attention portée à Müller, Schweinsteiger, Kroos ou Neuer, il y avait un joueur dont on parlait beaucoup moins, mais qui a influencé quasiment chaque match de l'Allemagne. Philipp Lahm est resté dans l'ombre pendant tout le tournoi. Pas de célébration folle, pas de gestes pour les caméras. Sa valeur, on la voyait dans le rythme de l'équipe, et surtout dans les moments où l'Allemagne commençait à perdre un peu le contrôle. À chaque fois que ça devenait tendu, le ballon finissait dans les pieds de Lahm, et le match se calmait aussitôt. Joachim Löw connaissait parfaitement son importance. Pour lui, Lahm était celui qui reliait toutes les idées sur le terrain. En attaque, il faisait le lien entre les combinaisons. En défense, il guidait le bloc avec de petits déplacements que les caméras ne montraient jamais.
Tu pouvais regarder une mi-temps entière sans le voir faire une action spectaculaire, mais il pesait sur chaque séquence. Au début du tournoi, Löw l'a même installé au milieu. L'Allemagne avait besoin de quelqu'un pour stabiliser le jeu quand la pression montait. Lahm a fait ça naturellement. C'était le point d'équilibre de l'équipe. Kroos et Schweinsteiger pouvaient avancer. Ils couvraient leurs arrières. Quand l'équipe était pressée, il offrait toujours une solution. Quand l'Allemagne récupérait le ballon, c'est lui qui donnait le tempo. Le quart de finale contre la France est probablement l'exemple le plus clair. Le match était serré, physique. Les Français tentaient de bloquer l'axe avec Matuidi et Pogba pour casser la relance allemande. Lahm rentrait à l'intérieur pile au bon moment pour soutenir Kroos et Schweinsteiger. Pas besoin de tacle spectaculaire ni de sprint, juste une lecture du jeu parfaite. Plus tard, après tout le bruit médiatique en Allemagne, Löw l'a remis latéral. Certains avaient peur que ça casse le rythme. En réalité, ça remis l'équipe à l'endroit. Son positionnement permettait à Müller de rentrer dans l'axe sans laisser le couloir vide. Sa gestion du tempo offrait plus de liberté à Khedira et Kroos. Chaque petit détail ramenait de la stabilité. La demi-finale contre le Brésil reste dans les mémoires pour le score. Mais avant les buts, c'est Lahm qui a sécurisé tout le côté droit et posé les bases du match. C'était propre, calme, organisé. L'Allemagne a ensuite puni chaque erreur brésilienne sans que Lahm ait besoin de forcer quoi que ce soit. Il a juste continué à contrôler son côté comme si c'était un match normal. Et puis est venue la finale contre l'Argentine, un combat physique et mental. Lahm est resté concentré du début à la fin. Il a couvert des espaces que d'autres ne voyaient même pas. Il a sécurisé la ligne défensive dès que Messi approchait. Et dès que l'Allemagne avait besoin de repartir proprement après une séquence compliquée, c'est encore lui qui assurait la relance. Quand Götze a marqué le but du titre, tout le monde s'est tourné vers lui. Mais dans le staff, un autre nom revenait. Celui du joueur qui avait gardé l'équipe stable pendant 120 minutes. Philippe Lahm a soulevé la Coupe du Monde non pas comme la star la plus bruyante, mais comme le joueur qui a rendu la performance des autres possible. Si tu regardes le football moderne, tu vois tout de suite à quel point le sport a changé depuis l'époque de Lahm. Le jeu est plus rapide, plus physique, plus dur sur le plan athlétique. Les clubs veulent des latéraux capables de courir 30, 40, 50 mètres à pleine vitesse. Ils cherchent des joueurs qui montent non-stop, qui lancent des attaques tout seuls et qui reviennent immédiatement en défense. Dans cet environnement-là, un joueur comme Lahm passerait presque inaperçu. Pas parce qu'il n'a pas le niveau, mais parce que le football actuel ne cherche plus ce profil-là. Aujourd'hui, les centres de formation misent énormément sur le physique. Temps de sprint, force, taille, résistance, les jeunes sont triés très tôt selon leur qualité athlétique. Et ce que Lahm avait, cette intelligence de jeu, personne ne prend vraiment le temps de la développer. On ne la construit pas, on ne la valorise pas, on ne crée plus des séances d'entraînement autour de ça. Si Lahm avait 12 ou 13 ans aujourd'hui, beaucoup de recruteurs diraient qu'il est trop petit ou pas assez explosif. C'est la réalité. Tactiquement aussi, le football a changé. Les latéraux ont maintenant des rôles beaucoup plus stricts. Soit ils jouent très haut comme des ailiers, soit ils restent très bas comme de vrais défenseurs. Très peu d'équipes donnent à un joueur la liberté de penser comme un milieu tout en jouant collé à la ligne. Guardiola l'a fait parce qu'il savait que Lahm avait une lecture du jeu exceptionnelle. Mais cette idée a fonctionné uniquement parce que Lahm en avait les capacités. Si tu donnes ce rôle à un joueur normal, tu fais exploser ton système. Et puis, il y a un autre point, la stabilité. Aujourd'hui, les joueurs changent de club très tôt. Ils jouent dans des systèmes différents, à des postes différents. Et on leur demande de se réinventer sans arrêt. Lahm, lui, a grandi longtemps dans la même structure, entouré de gens qui comprenaient sa façon de jouer. On ne le déplaçait pas tout le temps, on ne le forçait pas à se transformer chaque saison. Cette continuité lui a permis de devenir le centre du jeu, pas juste un avantage temporaire. Il y a aussi quelque chose que le football moderne valorise de moins en moins, la personnalité discrète. Lahm ne cherchait pas à attirer l'attention, il ne jouait pas pour faire le buzz ou sortir une action spectaculaire, il jouait pour que l'équipe fonctionne. Les coachs lui faisaient confiance parce qu'il simplifiait leur travail. Les supporters le respectaient parce qu'il n'a jamais créé de problème. Dans un football rempli de marques personnelles, de réseaux sociaux et d'ego gigantesques, ce genre de joueur devient rare. Et mentalement, il avait un truc à part. La pression ne changeait rien chez lui. Les gros matchs, les finales, les moments de tension, il jouait pareil. Sans stress, sans paniquer. Aujourd'hui, on valorise l'émotion, l'intensité, la personnalité. Lahm apportait du calme. Et le football moderne ne forme plus des joueurs capables d'apporter ça. Quand tu mets tout ça ensemble, l'évolution du jeu, l'obsession physique, la perte de liberté tactique, le manque de stabilité, l'individualisme, la disparition des leaders silencieux, tu comprends pourquoi un joueur comme Lahm est presque impossible à retrouver aujourd'hui. C'était un latéral avec l'intelligence d'un milieu,
un capitaine qui n'avait pas besoin de discours, un leader qui ne cherchait pas la lumière et un joueur qui donnait une structure à chaque équipe où il passait. Le football moderne produit encore des stars, mais des joueurs qui pensent comme Lam, il y en a pratiquement plus. Sa carrière n'a pas été construite sur des actions spectaculaires ou des phrases chocs, elle a été construite sur de la compréhension du jeu. Et ça, dans le football actuel, c'est ce qui manque le plus. C'est pour ça qu'en Allemagne, on parle encore de lui avec un respect particulier, parce qu'à chaque fois qu'il touchait le ballon, le match redevenait logique. Le football va continuer d'évoluer, de nouveaux noms vont apparaître. Mais un autre Philippe Lahm, l'Allemagne sait très bien pourquoi ce genre de joueur ne reviendra probablement jamais.